Bonsoir à tous et bienvenue à la Banque de France. J'ai cet honneur, Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations ici à la Banque, de vous accueillir au nom de la Banque de France pour la présentation de cette nouvelle édition de la revue d'économie financière consacrée à l'après-Brexit. Alors, comme vous le savez, les liens de la Banque de France avec le Royaume-Uni ou l'Angleterre sont lointains. Nous sommes une création directement inspirée de la Banque d'Angleterre il y a de cela plus de 220 ans. Et dans un contexte où les relations entre la France et le Royaume-Uni, l'Angleterre, n'étaient pas au plus beau. Donc c'est un peu dans la juste continuité, peut-être malheureusement, de ce qu'on a pu voir depuis 2016 avec le Brexit. Mais au-delà de ces réminiscences historiques, nous sommes, avec le Brexit, sur un sujet qui a beaucoup irrigué l'ensemble de nos activités ici à la Banque et à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tant les sujets en termes de contexte d'activité, et donc l'ensemble de nos activités associées à la macroéconomie et à la prévision ont beaucoup travaillé sur les impacts, mais surtout les sujets en termes de stabilité financière, que ce soit les sujets qui relèvent de notre mission de supervision microprudentielle conduite à la CPR, à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour ce qui est des banques et des assurances, que de l'approche en termes de stabilité financière plus systémique, qui concerne l'ensemble du système financier. Et ça, si nos activités depuis 2016 ont en grande partie évolué ou tourné aussi autour des conséquences du Brexit, c'est le symptôme, ou en tout cas le reflet du rôle central tout à fait unique que le Royaume-Uni tient et continue vraisemblablement à détenir au titre des services financiers fournis à l'Europe, à l'Union européenne, à la zone euro. Alors, je suis convaincue que la lecture de la revue d'économie financière que vous avez là, que les discussions de la table ronde éminemment peuplée ce soir, vont nous éclairer de façon très pertinente sur la façon d'y voir clair, sur les changements qui finalement se sont opérés. Est-ce qu'ils ont été si matériels que cela? On va parler vraisemblablement des passeports et de leur incidence. Des points de vigilance, est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'on avait identifiés en 2016? Est-ce que ça reste les mêmes en 2023? On pourra parler vraisemblablement de divergences réglementaires. Et puis, est-ce qu'il y a des risques qui restent importants, qui sont matériels et qui n'ont pas été résolus et qui nécessiteraient encore des actions? Et là, vraisemblablement, on pourra parler de la compensation centrale. Sur ce, et sans plus tarder pour ne pas enlever de temps de parole à cet éminent panel, je vais laisser François Xavier nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, et merci à tous d'être ici, et merci aussi à tous nos amis qui nous ont rejoints par la vidéo. Et je voulais, au nom d'Olivier Pastré, vous accueillir et vous présenter ce numéro. Alors ce numéro, ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ans à 3 ans. C'était assez compliqué, comment on va traiter le sujet, etc. Et grâce au talent de nos 2 pilotes qui sont Sylvie et Pervenche, finalement le sommaire a jailli à toute vitesse, avec une force d'évidence qu'on n'avait pas imaginée. Et s'il est vrai que c'est un regard dépassionné, comme tu le soulignes, Pervenche, dans ton introduction, vous allez voir que c'est aussi un numéro passionnant. Et merci encore d'avoir conduit ce numéro. Dernier mot, c'est peut-être le premier numéro, je crois, qui est entièrement bilingue. Et c'est le premier, mais pas le dernier qui suivra cette coutume. Merci à tous d'être parmi nous et très bon débat. Pervenche.
François-Xavier, merci de cette présentation. Et je vais commencer par te remercier, je te tutoie, puisque c'est le dernier numéro que tu présentes comme responsable éditorial. Et donc je propose que nous fassions un grand applaudissement pour François-Xavier, parce qu'il a été pétillant d'intelligence dans sa façon de conduire cette responsabilité éditoriale. Je veux aussi, et c'est là aussi tout à fait contraire aux bonnes manières, remercier très spécialement Sylvie Matera, parce que ça a été un immense plaisir de travailler ensemble et de copiloter ce numéro, ce qui n'était pas du tout évident. Vous l'avez rappelé, ça fait au moins depuis que je suis présidente, donc depuis mai 2021, qu'on parle de ce numéro. Et Olivier Pastré avait tout de suite décidé que c'était nous deux qui allions nous y coller. Mais c'était jamais le bon moment. On savait jamais quand est-ce que la situation allait être stabilisée. Et finalement, je crois que les calendriers se rejoignent à un moment et qu'il y a une espèce de déposé qui s'organise pour être dans un moment qui me semble être le bon moment pour sortir ce numéro pour plusieurs raisons. Et avant d'énumérer ces raisons, je veux aussi remercier tous nos auteurs. Alors, je ne sais pas si on dit toujours qu'on a eu des refus, mais on a eu des refus. Parce que, après avoir beaucoup hésité à se dire c'est le bon moment de parler du Brexit, il se trouve qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle la guerre en Ukraine. Et donc, beaucoup de ceux qu'on voulait mobiliser nous ont dit non. La priorité pour beaucoup d'universitaires, notamment, c'était de travailler sur la guerre en Ukraine. Mais on a, dans ce contexte compliqué pour les uns et les autres, réussi à mobiliser un panel, vous allez voir, absolument formidable, hyper complémentaires et experts, avec des angles d'approche qui conduisent à ce que doit être une revue de ce type, c'est-à-dire une intelligence collective pour faire avancer un sujet, non pas pour être scrogneux, non pas pour refaire le film, mais pour dire, ben voilà, le Brexit est arrivé, on verra ce qu'on en fera, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans le contexte particulier où nous sommes. Un petit point de calendrier, parce qu'avec Sylvie, on s'est trompé, on a beaucoup travaillé, mais on s'est quand même trompé, parce qu'on n'est pas 2 ans après le retrait, mais on est 3 ans après le retrait, hein, parce que l'accord de retrait, c'était le 31 janvier 2020, donc on est bien dans cette phase où la digestion doit sans doute être possible. Un petit point de méthode, vous vous en doutez, la rédaction d'articles d'une revue comme ça prend beaucoup de temps, et donc les premiers articles ont fini d'être rédigés au mois de juillet. Personne n'imaginait la turbulence automnale dans laquelle le Royaume-Uni allait rentrer, que ce soit avec la succession entre Liz Truss et Rishi Sunak, ou ce que Rishi Sunak allait mettre sur la table dans la bouche de son chancelier Jeremy Hunt, lorsque dans son programme de réforme d'Édimbourg, il donne l'impression qu'il va effacer d'un trait de plume par 30 réformes ce qui a été acquis dans l'Union européenne. C'est un bon moment parce qu'il ne vous a pas échappé que... Et dans les papiers de la revue, il y a un petit doute comme ça sur quel est vraiment l'impact économique que le Royaume-Uni a subi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, le FMI prévoit que le Royaume-Uni, parmi 14 États importants de l'économie européenne, sera en récession, et pas une petite récession, 0,6 points en 2023. Et alors même qu'aucun autre pays dans ce panel n'est dans cette situation. C'est aussi un moment où nous sommes à la veille du premier sommet franco-britannique qui aura lieu le 10 mars. Alors même si les sujets de régulation financière ne vont pas être au cœur de ce sommet, on a du mal à penser que ces questions ne feront pas partie des sujets. Je ne vais pas être trop longue, mais dans les raisons aussi pour lesquelles je pense qu'on est dans un bon calendrier, c'est que la question du protocole sur l'Irlande du Nord semble presque derrière nous, puisque la Cour suprême du Royaume-Uni vient de dire la légalité de ce protocole, et puis que comme Européens, c'est un moment où il faut non seulement qu'on regarde comment est-ce qu'on va tenir compte de ce qui va se passer au Royaume-Uni en termes de législation financière dans l'écriture de nos propres législations financières, en évitant une course à l'échalote. C'est-à-dire que moi, j'entends déjà des arguments sur le thème « mais vous vous rendez compte, les Britanniques vont défaire Solva II, donc nous, on doit défaire Solva II ».
Moi, vous en doutez, je ne vais pas du tout être convaincu de ça, mais ça va être un argument qui va peser dans la négociation, dont il va falloir tenir compte. Et puis, vous le verrez dans le numéro, il faut lire tous les articles, mais l'article de Sobrana Mitra et de Mohamed Pradhan est un article, à mon avis, important parce qu'il bouscule les Européens en leur disant « Vous avez raison de vous préoccuper de la compensation ». Mais si vous ne faites pas un marché unique des capitaux sur le modèle de ce que vous avez fait en termes de libre circulation des marchandises, vous n'y arriverez pas. Donc c'est une espèce de rappel de ce qui nous attend pour la prochaine commission qui, je crois, est utile. Voilà, j'ai déjà été trop longue, donc je ne vais pas aller au-delà. Et je vais tout de suite donner la parole à notre ami David Wright, que beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on ne présente presque pas, mais qui a été un très grand directeur général de la Commission sur ces sujets-là, très écouté, avec une approche très européenne, et qui est aujourd'hui le président d'Eurofi que nous fréquentons tous. David, vous avez la parole pour 5 minutes. Mais merci beaucoup, Pervenche. Merci à la Banque de France et à la Revue d'économie financière pour avoir la possibilité de contribuer à ces débats importants sur Brexit, ses conséquences ici à Paris. Étant britannique, très européen, comme vous avez dit, Pervenche, mais aussi aujourd'hui avec un passeport irlandais, j'ai longuement réfléchi si mon article dans la revue était trop sévère, trop négatif. Eh bien, depuis, j'ai envoyé ma contribution avec, après, quelques rappels de Sylvie et Pervenche. Je crois au contraire. Je crois depuis 2 mois ou à peu près 2 mois, les critiques sur Brexit en Angleterre ont encore durci, augmenté sur le plan politique, économique et social. Où sont les bénéfices de Brexit aujourd'hui, 7 ans après le départ des Britanniques? Où est-ce quand on va voir ces bénéfices? De plus en plus, les journalistes, les commentateurs sérieux dans le Financial Times, en Economist et autres posent ces questions. Et l'opinion britannique commence de changer. Je crois aujourd'hui, il y a une majorité dans le pays pro-européen. Beaucoup de commentateurs disent aussi que c'est une erreur stratégique énorme de la part des Britanniques de voter, de quitter l'Union européenne. Certains disent que c'était la 3e grande erreur des Britanniques depuis la Deuxième Guerre mondiale, les 2 autres étant Suez et Irak. Lettre morte, c'est ce que beaucoup de commentateurs disent, vide. Où sont les bénéfices? Et je suis totalement d'accord. On ne peut pas entrer ici dans toute l'histoire de Brexit en Angleterre. J'ai esquissé dans mon article quelques points que je crois sont les plus importants sur le plan historique. Mais laisse-moi vous donner 3 grandes raisons. Le premier, c'est le déclin de l'Empire britannique. Je crois que le pays, ou une grande partie du pays, n'a jamais été satisfait, jamais confortable avec le déclin du pouvoir britannique post-guerre. Il y a un refus d'accepter en même temps, encore de majorité à l'époque, d'accepter que le monde a changé, le monde est interconnecté aujourd'hui. Il y a une certaine arrogance et supériorité, un certain exceptionnalisme britannique qui a rendu les relations avec les Européens, avec les autres États membres, très difficiles. Et je pense que tout ça était maintenant très cher. Le bilan, comme j'ai dit, négatif augmente. Tous ces arguments de souveraineté, son bilan. Un argument de souveraineté, pourquoi les Britanniques partagent la souveraineté au sein de l'OTAN?
et ne peut pas le faire sur le plan économique et social. C'est absurde. Je crois que la deuxième raison, c'est qu'il y avait un refus en Angleterre politique d'expliquer au peuple qu'est-ce que ça veut dire l'Union européenne, les bénéfices, qu'est-ce que ça veut dire de coopérer sur le plan international. Et en même temps, on a eu, même pas dans les écoles, l'histoire européenne était interdite. Vous vous rendez compte? Interdit. Troisième raison, un échec politique de confronter les mensonges excessifs d'un type McCarthy, le sénateur McCarthy aux États-Unis, des mensonges journaliers, l'une après l'autre, proposés par la droite du Parti conservateur, par Nigel Farage, ancien parlementaire européen, et par Boris Johnson et ses proches aussi. Il n'y avait pas l'honnêteté et le courage des pro-européens d'attaquer ces mensonges depuis très très longtemps. En plus, une Labour Party à l'époque, le Parti socialiste, mené par un marxiste Jeremy Corbyn, qui était au fond anti-européen. Donc, quel est le bilan économique, brièvement, aujourd'hui, des Britanniques? Alors, premièrement, une chute des investissements vers l'Angleterre, une partie due au fait que les incertitudes réglementaires. 2. Taux de croissance, comme Pervenche vient de dire, parmi les plus bas des G20. 3. Taux d'inflation plus élevé que les pays européens. Le livre sterling a baissé beaucoup. Le budget récemment proposé par le Premier ministre Truss et son chancelier ministre des Finances Quatenck était un budget Brexit, c'était une catastrophe. Une catastrophe pour le pays. Elle a duré 49 jours, son chancelier 39 jours. Vous vous rendez compte? L'image des Britanniques dans le monde de finance en ce moment, une chute de confiance avec le pays et ses partenaires, pas seulement européens, mais aussi dans le monde. Et en plus, l'Union britannique, composée d'Irlande, Pays de Galles et Écosse, aussi très fragile aujourd'hui. Et le City, est-ce que le City libre, des normes, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont progressé? Pas du tout. Je crois, si vous regardez les derniers chiffres, le City n'a pas avancé et en réalité a perdu peu à peu les quotes-parts du marché. Voilà le bilan de Brexit pour les Britanniques. Brièvement, pour les côtés européens. L'Union européenne n'a pas souffert les pires des conséquences possibles que d'autres pays suivent les Britanniques à la porte. Au contraire, nous avons un large nombre de pays européens qui veulent être membres, y compris, comme vous savez bien, l'Ukraine. Je pense que, pour moi c'est dur à dire, mais l'intégration européenne a progressé sans les Britanniques. 3 exemples. Premier exemple, New Generation European Programs, un projet de 800 milliards d'euros. Est-ce que ce projet, post-Covid, restauré, programme structurel, est-ce que ce serait possible si les Britanniques étaient dans la salle? Non. Non. Deuxième exemple. La réponse européenne sur Covid. Un partage des vaccins d'une manière égale. Est-ce que les Britanniques auraient joué le jeu? Ce que nous avons entendu, c'était encore des mensonges du Parti conservateur, jour après jour, comment c'était mieux en Angleterre. Même si on regarde les statistiques de décès, c'est parmi les pires en Europe. Troisièmement, nous voyons les premiers jets d'une politique énergétique en Europe. Ce qui est bien. Possible avec les Britanniques dans la salle?
je doute très fort. L'économie européenne n'avance pas d'une manière spectaculaire, mais je pense aujourd'hui c'est solide. C'est solide. Et c'est solide parce que la communication est constante, digitale, croissance soutenable, etc. Autonomie stratégique. C'est un message bien. Et l'Europe, on l'a vu hier, le taux de croissance augmente. Donc, mesdames, messieurs, le bilan Brexit, liberté, tragédie. Je crois que c'est très clair. Pour les Britanniques, pour moi, c'est une tragédie pour les peuples qui va durer très longtemps, qui va coûter beaucoup plus que le 4% du PIB, qui est le chiffre moyen estimé par les économistes. Je crois que c'est beaucoup plus sérieux. Jusqu'ici, une Europe a avancé, un tout petit peu, mais l'Europe a avancé sans les Britanniques. Il nous reste beaucoup à faire sur le plan financier, parmi d'autres. Mais l'Europe a avancé. Je suis triste de le dire. Merci. Merci beaucoup, David Wright, d'avoir porté ce message très clair d'un Britannique européen engagé qui vient bien en écho de la lecture du papier qui reste indispensable. José Manuel Campa, merci beaucoup d'être là. Vous êtes à la manœuvre, vous êtes en première ligne sur des sujets de réglementation bancaire qui sont au cœur du mandat de l'AEFR. Donc merci beaucoup d'être là. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit AEFR? Bon, non. José Manuel Campa est à l'EBR, ça ne m'a pas échappé, à l'autorité bancaire européenne. Et merci de votre expertise. Et je préviens l'auditoire que nous avons, dans un esprit très européen, imaginé que vous parleriez en anglais. Merci. Et bonjour à tous. Je voudrais faire mes remarques en français, mais malheureusement, je crois que si je veux que vous pourrez m'entendre, ou me comprendre, vous pourrez m'entendre, mais aussi me comprendre, il sera mieux que je parle en français. Désolé, mais je prie pour votre compréhension et je continuerai en anglais. So, I will start by saying that although I probably agree with most of the remarks that David just made, I don't think I would say I told you so, because I would not have predicted these outcomes in many ways, but I don't think it's a good outcome, malheureusement, like David just said, but we need to work with what we have, and we need to manage what we have, and within that context, given my current responsibilities at the European Banking Authority, we are I'm not going to discuss very much about what the outcomes have been, but rather more about how we think we can manage and how we have managed so far the process of Brexit, and what are the key challenges and concerns, I think, going forward for us. I think it's clear to everybody that leaving meant two things. The leaving country does not necessarily have to continue adhering to the norms of the European Union. It also means it cannot contribute to shaping the norms of the European Union. So those are the two sides of the coin. You know, you don't have to comply, but at the same time, you also don't contribute to shaping those norms. And I think that's an important way going forward. That has a cost in both sides. You know, I think it has a cost to them, but also has a cost to us that has to be compensated by enhanced cooperation, by enhanced collaboration, by hopefully maintaining open markets. But it's obviously a different game and a different challenge. Briefly about what has happened so far, I would say that the transition towards Brexit and the materialization of Brexit has been quite smooth. Very early on, there were concerns about preserving financial stability. Hopefully, Brexit was, from the financial markets side, I would say, a non-event. You know, there was a lot of work that were done by supervisory authorities to try to assess what the risks were, demands put on financial institutions, in my side particularly on banks, that they needed to move operations into the European Union for those that were operating mainly out of the UK. Very important that those operations could not be just empty shells,
but there had to be effective transfer. If there were effective transfer of risks and activities, there had to be effective transfer of risk controls, of management, of data, of services to provide those activities. That more or less took place. It happened a bit slowly at first, then it rushed. It was a little bit interrupted during COVID, but I think now that COVID has finished, I think most of that probably has taken place in a more or less reasonable manner. As we go forward, I think there are a number of areas of concern and on how that implementation is going to take place and is taking place, and let me highlight 4. The first one is that there's been, the way in which these banks have moved into the European Union differs among banks. Some of them have set branches, some of them have set subsidiaries, some of them have increased their activities in existing entities that they already may have in the in the EU. As a result of that, there's been, but not only as a result of that, as a general trend as well, there's been an increase in the prevalence of branch activity by third country groups in the European Union. And that's one area of particular focus, to what extent, again, that branch activity, which is under the single market, but at the same time regulated and supervised by local national competent authorities, again, are those branches properly assessing the risks and they have the proper controls and the proper activity to evaluate the activities that they're doing. So that's one area of concern. A part of that has also to do with European regulation that has been put in place, particularly what's called the requirements to put an intermediate parent company if there is a certain level of activity within the EU, but it's an area of focus and concern potentially going forward. The second one is a potential area for externalization of activities. Externalization of activities towards, again, in this case, for third-party groups that they have those activities being performed by other parts of the group outside of the European Union and providing services that may be considered essential for the activities that the banks are performing within the Union. This is, again, partially due to Brexit, but also partially due to the overall trends to externalization that are happening in the financial industry. We know, for instance, that the European Union has put forward a regulation on digital operational resilience, precisely because there's a lot of externalization on that part. So here, again, we need to distinguish between what's Brexit specific versus what's the general trend, but it's an area of concern, and at least of watching. The third area of concern to us is basically what we call back-to-back booking operations. Again, this more applies in the area of market risk, but banks, again, third country banks that are operating with positions on market-related activities in the European Union and backing them immediately back-to-back from the EU subsidiary into other parts of the group outside of the Union. Here again, the concern is that there is proper risk management, there's proper assessment. There's also an additional concern that is the implicit capital requirements that operation may have in the EU versus in a third country, that does not lead to regulatory arbitrage and potentially to a weakening of the positions. Now, the fourth area of concern, and here I'll be very brief because I'm sure many other people will comment on this and will be commenting, it's about central clearing and derivative. And that's one, I think I wouldn't have said that's the elephant in the room because we are all aware of it and we all talk about it, but it remains probably one of the biggest pending assessment that needs to be done. Now, beyond that, day-to-day assessments of potential risks and areas to watch, more on the regulatory front, and I'll finish my remarks with this, I have 2 broad comments, or actually 3 broad comments about how the future is evolving. The first one, and not surprisingly, the UK has already started to signal and have put proposals, to start developing regulatory frameworks in the banking sector and the financial sector. For instance, in our context, the most obvious one is the proposal of Basel III on how to implement Basel III, and we're looking at that very carefully. But that's an area in which we see that there will be likely, evolutions going forward that will not match 100% with the EU's regulatory framework, and then we need to assess to what extent that's equivalent or not within the equivalence framework, which I'll come back to in a minute. The second aspect is also in the way the regulation is likely to be implemented de facto in the 2 jurisdictions. The EU has a strong tradition of rules-based regulation, and I think there's strong signals already that the UK will likely go through more of a principle-based regulation approach, and that will potentially put a lot of challenges on our ability of what to assess exactly, again,
what does the equivalence of a potential regulatory regime may be going forward. The third aspect, and the last one from my perception, is also that we're seeing a trend, which actually, from my perception, is not necessarily bad, but it will lead to also a significant difference, which is that there's likely to be much more delegation on rulemaking into regulatory bodies, particularly the Bank of England and the FCA. There's already a proposal that's been discussed at the British Parliament in that direction. And again, that's a different way in which we will be writing the rules from the way we do it in the European Union, which will put pressure on flexibility of adjusting the rules, on timing, at which time, will be the timing of both jurisdictions to implement rules going forward, what will be the noise related to not being exactly aligned on timing, and that's a challenge going forward. One final remark overall on a comment that David said that for me is an area of concern. David was very positive, I share with him, on the progress that Europe has made over the last 3 years. I am less positive. You mentioned a number of things. None of them have to do with financial services. So I have a concern about that. I think our progress in that part is not up to the challenges that we have. And maybe it's for a different discussion, but for me it's an area of concern. Again, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour avoir parlé en anglais. Je prie pour votre compréhension. Merci beaucoup, José Manuel Campada, aussi pour le très bon papier que nous avons dans la revue sous votre autorité. Je ne résiste pas de faire une petite remarque qui est que vous avez mentionné que les progrès de l'Union européenne n'avaient pas été dans le domaine financier, que c'est pas là-dessus qu'on a le plus de valeur ajoutée après le départ des Britanniques. En même temps, je crois que c'est David Wright qui, dans son papier, cite cette formule que nous reprenons dans l'introduction. C'est que dans la capacité d'influence du Royaume-Uni, il y a une chose qui est très frappante, c'est que l'influence qu'avait le Royaume-Uni à l'échelle mondiale, y compris sur ces sujets-là, était liée au fait qu'ils étaient rule-makers au sein de l'Union européenne. Et que donc dans leur projection qu'ils allaient redevenir souverains, leur capacité de souveraineté dans le domaine des marchés financiers, puisqu'ils ne sont plus rule-makers de l'Union européenne, mais rule-takers, modifie aussi leur positionnement en dehors de l'Union européenne. Alors, on a été très concentré sur des sujets déjà bien engagés sur la question de la régulation financière. Je vous propose pour 6 minutes d'avoir une approche très positive et très ouverte de ce qu'est le futur de la coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le contexte international où nous sommes, grâce et avec une intervention par vidéo enregistrée de Philippe Aghion, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, on voulait vous poser quelques questions au sujet de votre article dans la revue d'économie financière sur le Brexit. Et en particulier, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent aujourd'hui, notamment au Royaume-Uni, pour constater que finalement, ça n'a pas forcément été un succès et qu'on arrive à distinguer ce qui était lié au Covid et ce qui serait lié maintenant au Brexit et qui se traduit par des avancées économiques moindres qu'espérer, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que les Britanniques voudraient revenir en arrière? Je pense que maintenant il y a une prise de conscience d'une majorité des citoyens britanniques que le Brexit n'a pas été une bonne idée. Les économistes, la plupart des économistes le disaient déjà depuis le début. Moi, personnellement, j'avais travaillé beaucoup sur l'effet du marché unique sur la croissance britannique. Avec mes collègues de l'Institute of Fiscal Studies, Richard Blandel et d'autres, et on avait vu des effets très positifs sur la croissance du marché unique, parce que la concurrence pousse à innover pour échapper à la concurrence, et cet effet était très fort. Et donc évidemment, le Brexit, c'était défaire le marché unique. Donc nous savions par nos études,
qu'il y aurait un effet négatif sur la croissance. Et d'ailleurs, de fait, les prévisions de croissance en Angleterre sont négatives pour l'année 2023, alors que dans tous les pays de l'Europe continentale, elles sont, y compris nous évidemment, elles sont positives. Donc, moi, c'était pas une surprise. Et beaucoup de gens, beaucoup de mes collègues à la London School of Economics, à l'University College London, etc., le disaient, l'expliquaient, le montraient, etc. Maintenant, une majorité des gens le savent, le vivent, et voient qu'effectivement, que les prix ont augmenté, qu'il y a à la fois une plus grande inflation, une plus grande récession que chez nous, et donc, voilà. Et vous pensez qu'on peut revenir en arrière ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment retour en arrière. Je pense qu'ils vont essayer disons, de minimiser les conséquences négatives du Brexit, voilà. Et qu'à mon avis, je crois qu'il y a eu à une époque le sentiment que, c'était un perdu, disent de retrouver, qu'ils nous perdaient nous comme alliés économiques, mais qu'ils allaient gagner les États-Unis. Et en fait, ça se passe pas, puisqu'on voit que maintenant, les Américains jouent leur jeu à eux avec la Inflation Reduction Act et que l'Angleterre n'est pas dans leur jeu du tout. Donc, je crois qu'ils prennent conscience qu'ils sont tout seuls et ils vont essayer, évidemment, à mon avis, de se rapprocher à nouveau de l'Europe. Philippe Aghion, merci beaucoup. Merci aussi de votre contribution pour cette revue, ce numéro de la revue sur l'après-Brexit. Je crois que c'est une bonne contribution, pleine d'optimisme et de réalisme en même temps. Mais vous parlez de la situation au Royaume-Uni, sans refaire le film. Dans votre article, vous insistez beaucoup sur l'intelligence que l'Europe devrait avoir, non pas, encore une fois, pour refaire le film, mais pour regarder de l'avant et voir où nous avons besoin de développer une coopération. Ouais. Tout ça, ça se situe quand même dans un contexte britannique que vous venez de décrire, mais aussi avec une guerre sur le continent européen qui change un petit peu la donne et les états d'esprit, y compris sur des sujets de défense où la coopération peut être mutuelle. Alors, en fait, oui, mais dis-moi, l'optimisme, c'est toujours de dire, voilà, il y a des solutions, il y a des voies pour progresser. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros problèmes, qu'on aurait pu éviter des mauvaises situations, mais l'optimisme, on est optimiste à partir du moment où on voit des solutions possibles, des voies qu'on peut poursuivre. On devient vraiment pessimiste quand on sent que c'est fin de partie, qu'il n'y a plus aucune solution. Alors là, il y a des fenêtres d'ouverture. D'abord, il y a la prise de conscience en Europe qu'il faut investir davantage. Voilà. L'Europe a été beaucoup ce qu'on appelle un géant réglementaire et un nain budgétaire. Et les Allemands étaient très obsédés par l'hyperinflation et surtout équilibre budgétaire, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des bonnes règles de gestion budgétaire, mais maintenant, avec à la fois la guerre en Ukraine et l'augmentation du prix de l'énergie, le fait qu'on doit devenir plus indépendant du gaz russe, etc., il y a une prise de conscience en Allemagne qu'il faut investir, et dans d'autres pays européens qu'il faut investir. Et puis la Inflation Reduction Act américaine fait que l'Europe se trouve en but à cette Inflation Reduction Act et qu'on doit réagir. On ne peut pas laisser juste les Chinois et les Américains devenir les seuls innovants dans le monde. Donc tous ces défis-là font que ça va pousser à une Europe des projets. Et ce que j'essaie de défendre dans cet article, c'est une Europe des projets, c'est-à-dire où ceux qui veulent faire, peuvent décider de faire des choses ensemble dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la défense et de l'espace. Voilà, de faire des DARPA européennes, vous voyez, l'équivalent des Defense Advanced Research Project Agency, de faire ça, mais avec les pays qui veulent. Mais ces pays, ça inclut l'Angleterre, parce que dans ces domaines comme la défense, comme l'espace, comme ils sont la santé, ils sont très bons. La recherche, ils sont très bons, ils ont de très bonnes universités. Donc, si vous voulez, dans ces domaines-là, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas les exclure des programmes Horizon, comme on l'a fait pour le les réintégrer dans ces programmes, ne pas les exclure de la European Research Council, parce qu'ils ont les meilleures universités. Donc je crois que c'est très important que dans ce qui est recherche, projet industriel, innovant, innovation verte, etc., on travaille avec les Britanniques et on dépasse le Brexit en poussant cette Europe de l'investissement, des projets, etc. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire. Philippe Aghion, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et de nous permettre de vous inviter à la conférence de présentation de ce numéro de la REC. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est un grand honneur d'avoir été invité à contribuer. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
Donc à mon tour de prendre la suite pour cette deuxième partie de table ronde. J'en profite pour d'abord remercier Pervenche pour ses propos amicaux qui sont bien sûr partagés, et aussi remercier Emmanuel de nous accueillir au nom de la Banque de France ici. Je veux dire d'ailleurs qu'à titre personnel, c'est un réel plaisir de revenir dans cette maison qui fut longtemps la mienne. Donc deuxième partie de table ronde pour voir un petit peu qu'est-ce que après le Brexit, que peut-on faire, devant quel type de développement on peut s'atteler. Donc on se trouve finalement face à un paradoxe où le Royaume-Uni croyait saisir une opportunité. Ça a été longuement répété pendant la période de pré-Brexit, c'était Take Back Control, donc une opportunité d'être plus libre, plus autonome, de se débarrasser des contraintes administratives de l'Europe et de pouvoir retrouver une agilité et une autonomie qui lui permettrait de développer une croissance plus rapide et supérieure en tout cas à l'Europe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est totalement l'inverse, même si la période Covid a un peu gelé finalement les évolutions liées au Brexit. On voit aujourd'hui que finalement on n'est pas du tout là et que les conséquences sont plutôt négatives et qu'on n'est pas du tout vis-à-vis. Enfin, c'est pas une opportunité telle qu'elle avait été espérée par les promoteurs du Brexit. Et du côté de l'Europe, c'est un petit peu l'inverse parce que l'Europe finalement s'est trouvée obligée d'accepter cette situation et de le considérer comme une opportunité, d'essayer de se trouver que c'était une opportunité et finalement alors certes moi je suis un petit peu d'accord avec José Manuel, elle a beaucoup avancé sur certains domaines, d'ailleurs en réaction à des événements très négatifs. Je veux dire, l'Europe de la défense est certainement une réaction à la tragédie qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc, elle a pu avancer sur certains points, mais pour vraiment saisir cette opportunité, il faut absolument que l'Europe arrive à fournir une alternative efficace à ce qu'était le Royaume-Uni au sein de l'Europe. Et je pense en particulier aux services financiers, puisqu'on avait un petit peu cette situation curieuse où le principal centre financier européen était en dehors de la zone euro, mais fonctionnait très efficacement pour l'ensemble des services financiers. Donc là, on se retrouve en Europe face à une urgence. Il faut créer une alternative pour faire en sorte que cette opportunité qu'on a un peu récupérée malgré nous se révèle tout à fait bénéfique. Et donc pour discuter de ces aspects-là, on est très heureux d'accueillir 3 personnes qui vont pouvoir, j'espère, nous éclairer sur ces aspects financiers. Donc tout d'abord Stéphane Boujna, directeur général et président du directoire d'Euronext, et ensuite Robert, qui après avoir été le gouverneur de cette maison et était le président de l'AMF, et maintenant le président de l'autorité des normes comptables. Donc je crois qu'on peut trouver personne de mieux que Robert pour avoir une vue générale sur l'ensemble de ces aspects. Et puis on terminera avec Emmanuel sur un point un peu technique, mais que José Manuel a évoqué, qui est les problématiques de compensation, qui sont un sujet très banque centrale et sur lequel la Banque de France a une expertise tout à fait remarquée en Europe. Et donc si tu pourras peut-être nous dire à quoi il faut s'attendre post-2025, qui est la date au terme duquel l'équivalence, enfin on ne sait pas, peut-être qu'elle sera renouvelée, mais l'équivalence en matière de compensation devrait s'achever. Donc tout d'abord, Stéphane, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de fournir une alternative efficace à ce qu'était la City? Je vais parler debout parce qu'on a le droit et que comme on est dans ces conférences, on est en concurrence avec les iPhones, il faut inventer des trucs pour capter l'attention du public. Et puis, puisque François-Xavier et Emmanuel ont parlé debout, je vais essayer de faire... Ouais. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas une formule de politesse. Moi, je suis très, très heureux de venir à un événement organisé par 2 sympathiques jeunes femmes très, très militantes de la construction européenne. Je suis ravi de voir des visages familiers, notamment Christian Pierret, qui fut un grand ministre de l'Industrie, qui fut mon patron à la fin du siècle dernier, aux côtés de Dominique Strauss-Kahn, sous l'autorité de Lionel Jospin, quand les forces de progrès gouvernaient ce pays. Et donc, non, je suis très content d'être ici. Alors, il y a un travers que je voudrais éviter, dans lequel tombe parfois notre ami David, c'est que
c'est de se morfondre sur les malheurs de la Grande-Bretagne. Il a oublié de dire de manière, à mon avis, encore plus colorée que l'année 2022 fut une année assez exceptionnelle puisqu'on a eu 4 chanceliers britanniques, 3 premiers ministres et 2 monarques. Donc c'était quand même une année assez spectaculaire en termes de volatilité de la gouvernance. Mais je crois que quand même il y a, et même si ça peut vous paraître un peu pédant et pompeux, il ne faut jamais oublier quand même que ce que notre continent doit à la contribution des Britanniques au-delà de Lord Hill et des autres. Je le dis parce que on a tendance à oublier avec un conflit en Ukraine qui est surtout quelque chose qui est sur les chaînes info et qui concerne quelques professionnels de la sécurité, que nos amis britanniques pendant 13 mois, de juin 40 à juillet 41, c'est-à-dire plus longtemps que le temps qui s'est écoulé depuis l'invasion russe en Ukraine, pendant 13 mois, ont fait la guerre tout seul, absolument tout seul, contre les nazis. Et il a fallu encore attendre jusqu'en 41, donc l'invasion de l'Union soviétique, et puis décembre 41, l'entrée des États-Unis dans la guerre, pour que ce pays porte quasiment tout seul la résistance à la barbarie, sans laquelle on ne serait pas en vie aujourd'hui, ou en tout cas pas en train d'avoir des conversations libres. Ce sur quoi je voulais dire 2-3 mots, c'est que la nouvelle réalité qui s'est imposée. Donc c'est assez simple, ça a été dit, le Royaume-Uni, enfin Londres était la principale place financière de l'Union européenne, et tout le monde trouvait ça assez pratique et s'était résigné à ce système où, comme Wall Street est la principale place financière des États-Unis, la technologie est à Palo Alto, le blé est à Chicago, le pétrole à Houston, etc. Bon. Aujourd'hui, Londres n'est plus la principale place financière de l'Union européenne, c'est la principale place financière du Royaume-Uni, avec une ambition mondiale, avec des beaux restes, mais c'est la principale place financière du Royaume-Uni. Et ça change beaucoup de choses parce que dans la construction historique de la place financière de Londres, il y avait toute une couche très intense qui est des gens dont la langue maternelle est l'anglais, qui servent un grand pays industriel de plus de 60 millions d'habitants, 65 millions d'habitants, qui ont une grande tradition marchande, un empire colonial et une tradition de common law. Ça, c'est la couche anglaise. Dessus, c'est constitué depuis, disons, les années 80-90, la couche qui faisait Londres, principale place financière de l'Union européenne, et qui servait le marché unique. Et puis dessus, une troisième couche globale, des gens qui traitaient là-bas Europe, Middle East and Africa, la time zone, et voire des fonctions globales plus importantes qui étaient à mi-chemin entre l'Asie et les États-Unis et qui étaient logées ici. Et c'était bien pratique parce que c'est une ville où on parlait la même langue qu'aux États-Unis et qui était assez agréable à vivre. Dès lors que vous enlevez la couche du milieu, c'est-à-dire la partie des gens qui sont payés pour servir la zone euro, servir 500 millions de gens qui ont un bon niveau de vie et 22 millions d'entreprises, dont plusieurs centaines de blue chips, il reste un sujet où tous ceux d'en haut, les Américains, se demandent ce qu'ils vont faire avec leurs activités qui sont à Londres, qui n'ont plus d'économie d'échelle nécessairement. D'où les transferts qu'on a évoqués et qui sont souvent assez visibles et qui ont été rendus possibles pour différentes raisons. D'abord parce que, et pour parler uniquement de Paris, parce qu'on pourrait parler aussi d'Amsterdam et de Dublin, mais j'ai parlé d'histoire il y a quelques minutes, mais il faut parler de géographie aussi. Paris a le succès qu'on connaît pour une raison très simple, c'est que c'est la deuxième très grande ville en Europe, c'est la deuxième très grande ville très centralisée. Il n'y a pas d'autre ville en Europe où vous pouvez voir 6 patrons de boîtes de plus de 50 milliards de chiffre d'affaires en une journée. Il y a Paris et Londres, et c'est tout. Et c'est la seule ville où il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mathématiques, qui sont courantes, qui sont disponibles, qui ne sont pas trop chères, qui étaient aussi près de Londres. En 2h30, on connecte les deux villes. Donc c'était assez naturel que ça devienne le réceptacle nature des industries de main-d'œuvre, de main-d'œuvre qualifiée de la finance. Et c'est ce qui a expliqué le succès de Paris, avec beaucoup de choses qu'on voit et beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et ça, c'est très très important. C'est les décisions induites par le Brexit. Parce que personne ne fait des communiqués de presse triomphants en disant « j'ai quitté Londres ». Parce que tout le monde a des activités résiduelles là-bas. Certains font des communiqués triomphants en disant « j'ai mis des jobs à Paris ». Mais la réalité, c'est que ce qui est beaucoup plus important, c'est tous les jobs qui se créent en dehors de Londres et qui seraient créés avant le Brexit. Et ça concerne des milliers et des milliers de décisions individuelles, notamment le tarissement
de tous ces fleuves de jeunes gens qui allaient faire leur stage et leur premier job dans des boîtes de private equity, dans des banques d'affaires, dans des cabinets d'avocats, dans des boîtes de comptabilité à Londres, et qui aujourd'hui n'y vont plus, ou presque plus. Et donc ça, c'est des décisions assez structurelles et qui changent, à mon avis, dans la durée, la dynamique. Et un des reproches que j'ai à faire à parfois les régulateurs, c'est que souvent ils sont régulateurs parce qu'ils regardent le monde tel qu'il est et pas tel qu'on peut le transformer. Et souvent, il y a toujours cette image de dire « Oh là là, Londres va rester pour toujours ». Un des régulateurs que j'admire le plus là-dessus, c'est Trichet qui me disait l'autre jour « Mais mon jeune ami, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de l'époque où Londres, c'était Prague Empire, dans les années 70 ». Et donc, c'est évidemment excessif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dynamique très profonde qui est en place. Alors, pourquoi les choses sont en train de changer ? D'abord, parce qu'il faut que je justifie pourquoi je suis là, la dynamique de certaines organisations, et notamment ce que nous avons essayé de créer avec Euronext. Parce que entre 2000 et 2007, disons, la place de Paris a vendu la compensation qui était chez Euronext au London Stock Exchange Group, a vendu la Sicovam à Euroclear, a laissé déplacer la technologie en 2011 d'Euronext qui était à Aubervilliers, à Basildon, près de Londres, et a vendu même Euronext aux Américains. Depuis 2016, ce que nous essayons de faire, c'est de ramener tout ça à la maison. On a été aidé par le Brexit, mais donc nous avons acheté la bourse de Dublin, puis la bourse d'Oslo, puis la bourse de Milan. Nous avons fait revenir la compensation dans l'Union européenne avec une entreprise qui s'appelle Euronext Clearing, qui est dans l'Union européenne, mais qui serait en partie seulement à Paris et en partie à Rome. Nous avons fait revenir la technologie de Basildon à Bergame, près de Milan, et nous avons fait revenir le plus d'activités possible dans l'Union européenne. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un truc dont la presse a beaucoup parlé, qui est une capitalisation boursière à Paris qui est plus élevée que celle de la bourse de Londres, mais ça, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est que la capitalisation boursière du marché unique d'Euronext, du pool de liquidité unique, du bassin de carnet d'ordre unique, est 2 fois plus grosse que celle de Londres. Et que les volumes quotidiens échangés sur les marchés d'Euronext sont d'à peu près 12 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qui est échangé à Londres. Que le pourcentage des actions qui sont négociées sur les marchés d'Euronext représente 25% des marchés des actions échangées en Europe. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, l'attractivité des marchés continentaux, pour la classe action en tout cas, elle est due aussi elle est due au fait qu'on a construit parallèlement au Brexit un outil industriel qui est attractif, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu 83 listings sur les marchés d'Euronext, il y a eu 20 listings internationaux, et il y en a eu 3 sur le London Stock Exchange. C'est-à-dire que Universal Music Group, une boîte américaine, se cote sur Euronext. Allfunds, une boîte, une PLC anglaise, se cote sur les marchés d'Euronext, alors que ces gens-là se seraient cotés à Londres. Donc je voudrais juste finir avec les risques qui sont associés à cette opportunité. C'est le risque... Je ne crois pas trop au risque de divergence. L'histoire de les Anglais vont diverger, etc. Ils sont dans une impasse, ils vont tourner en rond. Ils ne peuvent pas diverger pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart des règles que nous appliquons, comme ça a été dit, elles ont été inspirées, élaborées, construites par eux. Donc il faut qu'ils fassent un gros effort de schizophrénie pour dire tout ce qu'on a imposé aux Européens avec MiFID 1, MiFID 2, finalement, c'est pas bien. Et la deuxième chose, c'est c'est pas parce qu'un problème est déplacé de Bruxelles à Londres que ces paramètres changent. C'est pas parce que vous take back control que d'un seul coup il y a des compromis magiques qui apparaissent. Il faut bien arbitrer entre les émetteurs et les investisseurs, entre les hedge funds et les particuliers, entre plus de transparence et plus de fragmentation. Ça disparaît pas. Et donc je crois pas tellement à la divergence et au Big Bang. Ce que je crains plus, c'est la résignation des régulateurs européens. Parce que le paradoxe, et je passe du temps au Parlement, c'est que je vois des gens très sympathiques, très honnêtes, très travailleurs, qui ne comprennent rien. Mais rien du tout. Et qui sont dans une naïveté du désarmement unilatéral qui est assez spectaculaire. C'est-à-dire, ils disent que, comme pour le moteur de recherche, il y a Google, pour le smartphone, il y a Apple, pour le commerce électronique, il y a Amazon, pour la défense, il y a le F-35, pour l'asset management, BlackRock, c'est bien, la banque d'affaires, JP Morgan, et puis ils sont tellement efficaces, tous ces gens, on n'a qu'à faire un consolidated tape et demander à Bloomberg ou à Refinitiv de le faire. Il y a quand même un paquet de gens qui
qui rêvent de faire une grande Suisse. Et une grande Suisse sans les services financiers. Donc je voudrais juste m'arrêter là-dessus pour dire quand même que la principale menace, ça n'est pas à Londres, c'est ici et à Bruxelles, ici, même ici au Trésor. Et donc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas compris que la seule raison pour laquelle les Chinois nous respectent, la seule raison pour laquelle les Américains nous respectent, c'est parce qu'on a un marché unique qui n'est pas une passoire. Et qu'à la seconde où on deviendra juste un territoire à traire, nous ne serons pas respectés par les Chinois, nous ne serons pas respectés par les Américains, et qu'il faut trouver les voies et moyens de reprendre le contrôle du régulateur bruxellois, soutenu souvent dans des circonstances improbables par certains États membres. Merci. Merci Stéphane. Et tout d'abord, merci aussi au nom de certainement beaucoup de personnes pour diriger avec autant d'énergie et d'efficacité Euronext et de nous permettre d'avoir sans doute une alternative crédible, notamment en matière de marché en Europe. Bon, je ne ferai pas de remarques sur les commentaires sur la Commission européenne, mais je vais laisser ça à Robert. C'est pas les pires. Bon, alors. Donc, je vais laisser à Robert peut-être la possibilité de dire quelques mots sur notamment ce point de vue, ce problématique de divergence en matière de règles. Le pire, c'est le Conseil. Mais bon, juste peut-être deux éléments d'introduction. Je me souviens d'un discours d'Andrew Bailey, il est fin 2018. Il était à l'époque le patron de la FCA. Et il a dit, vous savez, les capitaux, c'est comme les poissons. Ils vont où ils veulent. Et vous pouvez réglementer la pêche dans vos eaux territoriales, mais vous n'allez pas réglementer là où vont les poissons. Et donc la City a toujours un avenir très très formidable si on sait utiliser et être attractif. Deuxième élément à l'époque, il y avait une grande crise sur les poissons. C'était un des points de blocage de l'accord de séparation. Bon, le deuxième élément, c'est Philippe Aghion qui dit, je crois, sauf erreur de ma part, il a une théorie qui consiste à dire quand est-ce qu'on doit être ouvert à la concurrence, quand est-ce qu'on doit au contraire être fermé à la concurrence. Quand vous êtes dominant et quand vous êtes à la frontière technologique, là vous êtes ouvert à la concurrence parce que ça vous aide pour aller partout. Quand vous êtes ni dominant ni ouvert à la technologique, vous avez tendance à être protectionniste mais vous avez raison si vous en profitez pour vous rapprocher de la frontière et avoir des acteurs qui peuvent être plus solides. Et je crois que c'est un peu la problématique dans laquelle on est aujourd'hui. C'est très facile. On voit tout de suite les conséquences du Brexit en matière de biens. Parce que le marché des biens, il y a des frontières, on peut mettre des taxes. Quand on est dans les services et dans les services financiers, c'est très différent. On est comme avec les poissons. Et certes, on a pu mettre un certain nombre de barrières. On a décliné la share trading obligation. On a décliné on a refusé de mettre des équivalences dans plein de domaines. On a mis en place un certain nombre de restrictions sur le back-to-back, etc., etc. Mais ça, c'est des pis-aller. C'est-à-dire que ça nous permet de gagner du temps. Si on n'utilise pas ce temps pour être plus efficace et meilleur, c'est perdu. Parce que quand un marché mondial est toujours plus efficace. Quand vous gérez vos risques, vous voulez les gérer de façon globale. Vous gérez un book de swap de façon globale. Vous ne l'éparpillez pas. Quand vous faites de la compensation, vous aimez bien ne pas éclater votre compensation parce que par construction c'est plus efficace. Donc on a mis un certain nombre de alors comment est-ce qu'on et c'est pour ça que dans mon papier j'essaye de dire Brexit c'est devant nous parce est-ce qu'on va en profiter? Alors il y a l'idée, on dit est-ce qu'il faut être rule-based ou principle-based. On n'est jamais ni tout l'un ni tout l'autre. On est toujours un mix par construction, mais c'est évident. Et évidemment, quand est-ce qu'on est rule-maker ou rule-taker? Quand on devient rule-maker, on a une responsabilité très forte parce qu'on a intérêt à ce que les rules soient bonnes. Si elles sont mauvaises, là, bon. Je crois que les Britanniques, comme ça vient d'être dit,
vont mettre une dimension de principle-based beaucoup plus forte qu'auparavant. Parce que c'est vrai que l'Europe, intrinsèquement, c'est rule-based. C'est rule-based, pourquoi? Parce que comme il y en a 27, si on n'est pas très précis dans les rules, et comme on n'a pas de superviseurs communs, de régulateurs communs, parce que on n'en a pas, donc on est très précis dans les rules. Très précis dans les rules, ça veut dire qu'on est super bureaucratique. Super bureaucrate. Enfin, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est évident. Comment on veut appliquer la même chose à tout le monde? Bon, on prévoit tout dans un détail formidable. Un détail formidable qui est mis au niveau du niveau 1 de la législation, qui est à l'issue de compromis bizarres et qui apparaissent dans l'épreuve des faits comme étant parfois contre-productifs. Mais c'est dans le niveau 1, on est cuit. Parce qu'on sait que pour modifier le niveau 1, il y en a pour 5 ans. Les Britanniques sont en train de faire exactement l'inverse. Ils disent, attendez, on va rester largement rule-based, mais on va être très flexible dans les rule-based, parce qu'on va pouvoir les adapter parce que ça va être le régulateur FCA ou PRA qui va pouvoir le faire. Ce que nous, dans l'Union, on n'est pas capable de faire. Parce que... Et donc, alors ça veut pas dire qu'ils vont le faire bien, mais ça veut dire qu'ils se donnent des outils pour être beaucoup plus efficaces, réactifs et flexibles en fonction d'un certain nombre de choses. Et ça vaut à la fois pour leur marché domestique et pour leur empreinte internationale. Les deux. Ils disent par exemple, on va supprimer PRIPS. Et on va laisser à la FCA le fait de dire un certain nombre de choses qui permettent de garantir l'intérêt des investisseurs. Et vous voyez la portée, je ne sais pas s'ils vont le faire, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été annoncé, c'est des annonces. Mais il va y avoir des consultations, et puis ça va, donc il y en a encore pour 2 ans. Mais ils ont semé un certain nombre de choses. Quand ils disent... vous savez, moi, la réglementation bancaire, je l'applique au plus haut niveau de consolidation. Et BAL 3, je vais le faire au plus haut niveau de consolidation. Eh ben, désolé, mais ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Quand on dit... je m'étais bêtement résolu à interdire, à couper les bonus des gens de marché ou des banquiers, etc. Parce que nos amis de l'Union étaient très pushing là-dessus, mais ça, je le supprime. On peut penser ce qu'on veut sur le fond de l'affaire, mais ça change beaucoup de choses. Sur la localisation d'un certain nombre de fonctions. Donc, mes messages, c'est dire, il faut que l'Europe, que l'Union se réveille là-dessus, parce que et se réveille et aller plus vite. Alors, c'est pas du tout perdu, parce que on produit des choses, et on est en avance sur les Britanniques, sur les cryptoactifs. De facto, on a quand même une règle, c'est peut-être pas formidable, mais on est en avance sur eux. On le met en œuvre maintenant. On va le mettre en œuvre. Il y a un dossier qui est très très fascinant de savoir si on est rule maker ou rule taker, et si on est rule maker, est-ce qu'on se c'est tout ce qui est CSRD et la réglementation sur le reporting de durabilité. Est-ce que là on est très clairement en avance, et éventuellement on va pouvoir et s'aimer dans la... Ce sont des... Alors, je suis neutre là-dessus. Hein, on pourrait discuter longtemps si c'est un avantage ou un inconvénient. Mais l'Europe est capable quand même de bouger et de délivrer. Mais il faut absolument le faire, parce que dans 3 ans, le périmètre britannique réglementaire aura peut-être pas considérablement changé, mais il aura changé sur des petits points très essentiels, qui feront que voilà, ils redeviendront attractifs au niveau mondial. Et on sait que nous avons besoin en Europe d'un marché domestique fort et efficace et d'une ouverture sur l'international. Et donc, on a quelques années, ces années où on est protecteur, en fait, où on est là pour
rectifier le tir, mais dans mon esprit, j'ai toujours dit rectifier le tir, ça serait aussi avoir un superviseur et un régulateur vraiment unique européen, et ça, les États n'en veulent pas. C'est très clair, ils n'en veulent pas. Donc, c'est pas gagné quand même. Merci. Bon, après la vision un peu volontariste de Stéphane, je pense que là, on est revenu à un niveau, disons, à minima d'interrogation. Et quand, à titre personnel, je veux dire que les avancées qu'on peut constater en Europe, notamment en matière de foisonnement réglementaire, en matière climatique, je suis pas sûre que ce soit. Enfin, je me demande si les autres n'attendent pas pour justement voir comment faire plus simple. Mais bon, en matière de compensation, c'est un vrai sujet pour l'Europe financière. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'alternative et l'Europe a donné une nouvelle équivalence jusqu'à fin 2025. Comment peut-on créer des alternatives crédibles en Europe continentale pour favoriser la relocalisation de ces produits en zone euro? Emmanuel. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que je peux me permettre de commencer par une touche un peu verte et optimiste avant de plonger dans les histoires de compensation, et notamment au titre des dynamiques communes qui se dessinent dans nos activités entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Comme le mentionnait Robert, on est en avance sur beaucoup de sujets réglementaires au titre, par exemple, des cryptoactifs avec MiCA, au titre de la réglementation sur le risque opérationnel avec DORA, aussi au titre de l'ensemble de la transparence et de la durabilité avec les différentes réglementations en la matière. Néanmoins, sur ces différents sujets-là, on voit une forme d'harmonie d'esprit avec le Royaume-Uni, qui constitue quand même un de nos alliés fondamentaux dans l'enceinte internationale où se joue une grande partie de ces sujets, parce que ce sont des sujets transversaux, avec beaucoup d'intersections internationales, et qui nécessitent d'avoir des progressions on va dire cohérentes et coordonnées, parce que les cryptos, c'est absolument international, le risque cyber, il est international. Et donc, c'est vraiment, on a des affinités toutes particulières avec le Royaume-Uni, avec la Banque d'Angleterre, avec les différentes autorités. Et ça compte beaucoup dans notre construction. Je citerai peut-être 2 points. Vous connaissez peut-être le Network for Greening the Financial System. C'est un réseau de banques centrales et de superviseurs qui s'efforcent dans les différents mandats qui sont les leurs et qui compte maintenant 121 membres d'aller vers le verdissement des missions et du système financier. Et la Banque d'Angleterre, la PRA et les autres autorités sont parmi les autorités fer de lance pour construire les outils et la mise à disposition à l'ensemble des autorités qui participent pour faciliter le verdissement, donc sur les stress tests, les scénarios, et on est vraiment de concert en la matière. Donc ça, c'était vraiment ma touche optimiste et verte. Après, j'ai une petite, pour passer du côté du rouge et pour aller directement au sujet de la compensation. Ça fait partie, nous, dans notre panorama de stabilité financière, je crois que c'est un élément qui est largement partagé. Alors, Banque de France, ACPR, ça ne fait aucun doute, mais aussi plus globalement, j'ai entendu Robert aussi en parler et José Manuel, on a encore une tâche un peu noire et un problème qui est irrésolu avec le sujet de la compensation centrale. Comme la compensation centrale, comme vous le savez, c'est le sujet des chambres de compensation qui offrent et qui font l'objet d'une obligation de recours pour un certain nombre d'instruments financiers, dont l'ensemble des instruments qui sont négociés sur les bourses, les instruments tels que les swaps de taux d'intérêt, et qui sont pour certains segments d'activité, notamment le segment des swaps de taux d'intérêt, qui sont absolument essentiels pour tout le financement de l'économie et les émissions de titres, capturés à hauteur de plus de 85% par une CCP qui se trouve au Royaume-Uni, LCH Limited. C'est un risque important pour la stabilité financière
qui a été établi en tant que tel par différentes autorités, au titre desquelles au premier chef l'ESMA, et qui a fait l'objet d'un diagnostic fin 2021, où il est considéré que le maintien de cette dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des chambres de compensation, notamment pour ce segment d'activité sur les taux d'intérêt listés ou les taux d'intérêt OTC, est un problème qui risque de se matérialiser par des problèmes de stabilité financière, comme on a pu le voir à plusieurs reprises d'ores et déjà. Le problème maintenant, c'est de remédier à cette situation. On a jusqu'à présent, et la Commission, en cause étant le risque et la dépendance de l'ensemble du système financier à la compensation centrale britannique, on a établi et reconduit une reconnaissance qui court jusqu'en 2025. La reconnaissance de ces différentes CCP britanniques. C'est les seules reconnaissances qui ont été établies jusqu'à présent, puisque sur les autres secteurs d'activité financiers, on est dans un statu quo un peu hanté qui laisse un peu de vague réglementaire en la matière. Mais le sujet est trop critique et trop systémique pour faire l'objet de non-droit sur la compensation. Donc en 2025 arrivera à maturité la reconnaissance. Fin 2022, donc en novembre de l'année dernière, la Commission a fait une proposition réglementaire qui nous paraît tout à fait adéquate de conduire et d'accompagner le marché européen vers des ouvertures de comptes qu'on appelle actifs dans les CCP de l'Union européenne pour qu'elles viennent se substituer à l'offre et à l'offre britannique, et donc que la demande qui jusqu'à présent allait au Royaume-Uni soit réorientée vers les CCP de la zone de l'Union européenne. C'est important qu'on aille jusqu'au bout de cette proposition de la Commission, que ce soit associé à des critères quantitatifs ambitieux, et que ce soit aussi associé à des formes d'incitation financière, notamment prudentielle vis-à-vis des établissements de crédit qui sont les participants directs à ces chambres de compensation, notamment pour, on va dire, sanctionner quelque peu, au titre de la stabilité financière, des risques de concentration trop importants sur ces chambres de compensation. Donc il y a tout un dispositif aussi qui est prévu et qui relèvera de l'EBA pour définir un cadre d'exigence en capital pour les banques au titre de la supervision pour limiter le risque de concentration vis-à-vis de ces CCP. C'est important que l'ensemble de ces dispositifs soient mis en œuvre pour créer les bonnes incitations, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et là, je me tourne davantage vers Stéphane. On a besoin d'une offre au sein de l'Union européenne qui déploie des fonctionnalités et qui soit suffisamment attractive pour attirer de façon pertinente et offrir une concurrence valable à l'offre qui existe actuellement au Royaume-Uni. Donc là, on a un enjeu d'outils industriels et de construction d'une offre en la matière. Alors moi, là, je reviens sur ma partie verte. J'ai un grand espoir que ce soit possible. On a des acteurs importants au sein de l'Union européenne en termes de compensation, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie, qui pourraient être le réceptacle ou en tout cas les émetteurs de ces nouvelles offres. C'est essentiel de le faire. On a vu que les migrations de segments d'activité d'une chambre de compensation à l'autre, ça peut se faire. On a un exemple très concret et très récent. Parmi les 3 segments d'activité sur instruments financiers qui sont qualifiés de super systémiques et donc dont la dépendance vis-à-vis des CCP britanniques est un vrai problème pour la stabilité financière, il y avait, outre les swaps de taux d'intérêt et les contrats futurs de taux d'intérêt courts, les CDS, les Credit Default Swap. Et par un hasard du calendrier, la CCP britannique qui s'appelle ICU, qui offrait ce service de compensation en Europe, a décidé de fermer son service. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en l'espace de quelques mois,
là où on considérait qu'il y avait une capture par les CCP britanniques et que c'était absolument impossible de déloger toute cette activité de Londres, eh bien, il y a un flux qui s'est opéré vers la France, notamment vers la CCP française. Donc, on sait que quand il y a une volonté, c'est possible et que les obstacles ne sont pas si dirimants que ça. Donc, beaucoup d'éléments intéressants à prendre en compte pour nos amis industriels. Oui, merci Emmanuel. Avant de donner la parole à ça, est-ce que l'un ou l'autre veut réagir justement pour... Non, pour mettre en perspective cette dernière discussion qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire que la Banque de France, les régulateurs européens vivent des moments d'une, et je le dis avec gravité, hein, pas, même si le propos est agressif, une immense frustration, au sens français et anglais du mot frustration, c'est-à-dire une espèce d'impasse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un énorme problème systémique et une incapacité à influer sur les centres de décision pertinents. Et pendant des années, les régulateurs et les opérateurs nationaux ont essayé de convaincre LCH Limited à Londres de déplacer l'activité la plus super systémique, je sais pas comment vous dites, très grave, sur le clearing, la compensation des swaps de taux de Londres à Paris. Et ils ont été confrontés à des interlocuteurs polis, le plus souvent, pas toujours, mais par contre systématiquement déterminés. Et donc, on est exactement à même point qu'il y a 3-4 ans sur la partie strictement industrielle. Il n'y a que une autre maison qui sait faire ça en Europe, pour le moment c'est Eurex, en Allemagne, et pour différentes raisons, ils ont pris un bout du marché, mais pas tout, parce que leur supervision locale systémique tremble à l'idée de voir concentrer à Francfort tout ce niveau de risque. Donc c'est pas aussi simple que ça en a l'air. J'ai souri quand vous parliez des CDS parce que il n'y a pas eu d'espèce de création comme ça magique d'une capacité industrielle. Il y avait 2 concurrents qui faisaient ce business, le clearing de CDS, LCH SA à Paris et ICE. Donc ICE décide de fermer et naturellement le concurrent des majeurs récupère le marché. Il n'y a pas eu la création d'une nouvelle offre. Et la difficulté qu'on a avec le clearing de swap de taux, et moi j'ai beaucoup de sympathie au sens anglais et français du mot à l'égard du travail qui est en train d'être fait, c'est que il faut convaincre les utilisateurs, les banques principalement, que la compensation va être plus chère. C'est-à-dire que la difficulté intellectuelle de cette discussion, c'est que personne ne veut admettre que le Brexit a un coût, que c'est de la méta-fragmentation et que, ben oui, il n'y aura pas un single default fund, il y aura une fragmentation du coût du défaut, une fragmentation du coût des marges, parce que si on veut que le risque ne soit pas que en dehors de l'Union, et si on veut obliger ceux qui étaient bien contents d'avoir tout à Londres à couper en 2 leurs activités, certains d'entre eux le feront aux États-Unis et d'autres qui seront obligés de couper en 2 le risque devront payer plus cher. Et on ne sait pas sortir de cette contradiction. J'ajoute enfin un dernier point qui me paraît beaucoup plus important que tout ça, c'est que ça, on règle un problème qui existe. Mais il y a aussi des Titanic en construction. C'est-à-dire qu'on peut, avec la réglementation que le Parlement nous prépare, on peut se retrouver dans 10 ans avec exactement la même discussion qu'aujourd'hui sur « Oh là là, mais pourquoi il n'y a pas de clearing de swap de taux? C'est grave, c'est comment on fait ?» Et puis, on peut se retrouver avec la même chose sur le listing. On peut se retrouver, parce qu'on peut créer une destruction des bourses qui financent l'économie réelle au motif que la seule chose qui compte, c'est d'avoir des Uber qui font juste le cherry picking. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une réglementation qui va banaliser les dark pools sous la forme de ce qu'on appelle les systemic internalizers. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 banques qui sont anglo-saxonnes, qui vont piquer tout le marché. Et puis, eux, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est le trading sur l'action Sanofi, Generali, Santander et Siemens. C'est pas les PME. Donc, on va créer un truc où les émissions d'actions pour les PME ou les mid-cap, ça va devenir un truc de musée et où on fabriquera la matière première pour du trading qui sera capté par des acteurs nord-américains. Donc cette évolution est extrêmement dangereuse, extrêmement grave, et fabrique des impasses demain
de la même nature que celles qui existent aujourd'hui sur les swaps de taux. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, je pense que c'est important de noter qu'il y a des critères absolument indispensables pour créer un appétit, enfin, la possibilité d'avoir ces chambres de compensation en Europe. Il y a un point qu'on n'évoque pas, mais que tu as évoqué, c'est la capacité du régulateur local à supporter ce genre de choses. Je pense qu'il y a effectivement un problème de volume, parce que dans ces domaines, le volume donne de l'efficacité et permet de faire baisser les coûts. Il y a un problème informatique de capacité à gérer ça. Et il y a un problème est-ce que le régulateur est à l'aise de voir ça chez lui? Et en fait, les deux places qui peuvent être concurrentes, donc Rex ou la France, ensemble, on a les trois éléments, mais chacun d'entre eux n'a pas les trois éléments pour éviter de dire des choses désagréables sur certains régulateurs. Mais et c'est vrai que c'est un vrai souci. Et donc, je pense qu'il y aura intérêt en Europe à essayer de se mettre d'accord sur quelle doit être la place la plus efficace pour accueillir ces opérations. Si je peux me permettre, la solution est très simple. Il suffirait que ça soit un superviseur européen et pas un superviseur national. Et puis l'affaire, elle est faite. Et ça Non, moi je voulais soutenir ce que Robert a dit. Je crois que vous avez dit, Robert, qu'il faut se réveiller en Europe. Ce que j'ai dit depuis très longtemps, nous devons compléter l'union bancaire, nous devons compléter le Capital Markets Union. Il faut faire un accord politique de creuser ces dossiers une fois pour tout. Avant la fin de ce cycle européen, mais je vois aucun no-takers. Personne ne le veut, ni le Conseil, ni le Parlement. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est ces dossiers qui ne sont pas résolus, donc la majorité, vont passer pas à 2004, à 2025 pour renégociation. C'est quand même incroyable. C'est beaucoup trop long. Donc, tout à fait d'accord ce que vous avez dit, Robert. Deuxième point, si je peux rapidement. Est-ce que les Britanniques vont diverger beaucoup? Alors, côté positif, mais il peut faire ce qu'il veut. Take back control. Tous les normes, ce qu'il veut. À la marge. Les normes, d'avoir beaucoup d'influence sur le plan international. C'est vrai. Mais le côté contraire, les grands acteurs à Londres ne veulent pas diverger beaucoup de l'acquis communautaire. Ils ne veulent pas. Sinon, ils vont venir en Europe. 2, l'Union européenne contrôle. S'il y a du dumping réglementaire au Royaume-Uni, il y aura des contrôles, des prohibitions, au pire, européens. Et les Britanniques, ils vont avoir 2 normes. 2 normes, ça c'est très cher. Pour quelconque entreprise, c'est très cher. 4e point, contre. WTO, est-ce que nous avons un règlement des différends au niveau global? Pas du tout. Les Américains ont détruit le WTO. Les Britanniques ne reconnaissent pas le Cour de justice à Luxembourg. Et les règles internationaux, je suis tout à fait d'accord qu'ils sont importants, mais ils ne sont pas binding sur personne. Mais ce qu'on voit, c'est les Britanniques, évidemment, logiquement, essaient de se placer ces gens au Financial Stability Board, à IOSCO. C'est logique, tout à fait logique. Donc, moi, je pense que les Britanniques n'ont pas beaucoup de choix de s'aligner assez proche à l'acquis communautaire. Ça, c'est mon propos. Voyons. Et peut-être, si je peux me permettre, pour réagir un petit peu sur la perspective industrielle et d'organisation des places, on avait et on a toujours une forme de dépendance à Londres, confère la compensation, avec un point nodal central. La perspective européenne, il faut qu'elle se développe de façon un peu plus multilatérale. Et vraiment, notre perspective, c'est de casser le monopole et de faire en sorte que quand la relocalisation se fait, c'est sur plusieurs places
un peu à l'image d'Euronext finalement, où on est sur du multilatéral, où on fonctionne en réseau, où il y a des spécialités qui s'affirment sur certaines places, mais où on ne doit pas reproduire cette forme de place unique au sein de l'Union européenne ou de la zone euro, qui serait la matrice de tous les services financiers. Donc ça, c'est un de nos points d'attention majeurs, y compris qui nous conduit à dire qu'il faut qu'on ait plusieurs chambres de compensation, qu'il faut qu'on maintienne plusieurs types d'infrastructures et que l'ensemble des acteurs bancaires doivent être bien entendu diversifiés, tout en convergeant vers davantage d'union bancaire pour atteindre les tailles critiques nécessaires pour servir correctement notre marché financier. If I may, I was just going to precisely emphasize the point that was highlighted right now by Emmanuel. I think we're not going to a European city like London. London was the city of the UK. We're going to a poly-city, given that, 2 weeks ago everybody spoke about poly-crisis. I think we're really going Europe in a poly-city, in which, at least in the financial market, in which we'll have a number of players. It could be, I'm not sure if it will be just one city specialized in one part of the market, and other cities specialize in other parts of the market, or we'll have diversification of activities within the city. But I think we're going to a much more of a multilateral framework. For that, obviously, and I think Robert was very clear on this, and I will emphasize that the solution is more European supervision and regulation. The solution is more European supervision and regulation. I'm totally in agreement with the fact that we don't have the right level of understanding between what should be primary regulation, what should be secondary regulation, what should be discretionary powers to regulatory and supervisory authorities, and that's a challenge. And that's a challenge that we need to work forward, and it's very much based, that's very well described, Robert, because you know it very well, on the underlying, discomfort that different member countries have about, the way that's going to be implemented and not applied to the way they would like it to have, and they will have it sealed at the level one, and that's a challenge. On the financial sector, my last comment, I'm a bit more optimistic. I think, David, you pointed to that, although you were very critical on many of the international organizations. On the financial sector, I think the commitment by all major international players so far, at least in the banking sector, to stick to international standards remains strong. And that's something that we need to continue to maintain and hopefully increase in other directions. Like when we think about crypto, when we think about digital, all these areas, I think it's something in which we need to enhance that. And I hope we can continue to keep it that way. Let's hope you're right. Mais sur ce qu'on a perdu avec le départ des Britanniques, il y a quelque chose de structurel ou qui faisait partie de leur ADN, je crois. C'était quand même dans leur approche en termes de régulation. Et c'est pas pour rien qu'au fil des ans, ils ont pris tant d'influence. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement vrai dans le domaine de la régulation financière, mais dans l'approche des nouvelles technologies, de la recherche, de la biotech. Il y a une approche souvent plus pragmatique qui va d'une certaine manière s'aggraver, puisque eux vont développer cette approche pragmatique et ils vont la négocier tout seuls. Tandis que nous, on va la négocier à 27 avec tous les garde-fous qu'on a besoin de mettre en œuvre pour créer de la confiance. Donc ça, c'est quelque chose dont nous devons avoir conscience et de voir comment est-ce qu'on travaille avec ça. Je crois que c'est l'un de vous qui l'a dit un petit peu, mais parmi les arguments qui font que moi, je ne crois pas tellement à la réforme d'Édimbourg comme un nettoyage absolu de la législation européenne par les Britanniques, c'est que les Britanniques continuent les acteurs britanniques, et ça a été mentionné par David Wright, les acteurs britanniques ont besoin de continuer à avoir, ils n'ont plus le passeport, mais ils ont besoin d'avoir cette espèce de statu quo qui fait qu'on les embête pas en disant mais on n'a pas écrit d'équivalence, mais là maintenant vous avez trop divergé, vous ne pouvez pas y aller. Alors ça suppose que le législateur européen ait le courage à un moment de dire il y a trop de divergences, il n'y a plus d'entrée, puisqu'aujourd'hui on est dans un statu quo non écrit et non dit. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ces opérateurs à Londres sont efficaces, puisqu'ils étaient aussi plus ou moins contre le Brexit, ils n'ont pas pu l'empêcher. Est-ce qu'ils vont empêcher la divergence parce que eux ont continué à avoir intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de divergence pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne? C'est un aspect, à mon avis, important. Sur ce qu'on a dit sur Union bancaire et CMU, il faut être honnête entre nous.
moi je crois que c'est un sujet qu'on n'arrive pas à porter politiquement assez au bon niveau. Ça n'est pas une priorité politique européenne. Et d'une certaine manière, on a raté la crise de 2008. Et on n'a pas su transformer le Next Generation EU. Parce que si on veut financer le Next Generation EU, on a besoin d'une union bancaire, il y a besoin d'une CMU, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Ce qui me frappe, et c'est là que j'en veux pour preuve qu'on n'arrive pas à porter le discours politique au bon niveau, c'est que on avait fini par comprendre avec le plan Juncker qu'on avait besoin d'avoir de l'argent public avec un effet de levier sur du financement privé, y compris fléché sur la transition écologique, etc. Et c'est comme si on n'avait rien fait avec le plan Juncker. On fait Next Generation EU où on crie victoire et on est tous contents parce qu'on a fait l'emprunt commun. Mais du coup, on oublie tous les leviers de financement privé. Et dans Next Generation EU, on aurait dû fonctionner sur deux piliers, être très content d'avoir l'emprunt commun, très bien, mais quid de la mobilisation du financement privé? Et c'était le moyen, le moment, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait, parce que bon, alors on a une échéance devant nous qui est la prochaine commission, mais c'est ça l'enjeu. Enfin, mais après, bon, je sais bien toutes les difficultés. On va voir comment est-ce que la Commission se débrouille avec cette nouvelle proposition sur le droit de la faillite et tout ça. Mais et Stéphane connaît ça par cœur, parce que sur les enjeux de la compensation entre franco-allemands, on peut pas dire qu'on a été toujours d'une grande intelligence pour travailler ensemble. Mais parce que je trouve qu'au niveau politique, l'Europe a besoin, mais c'est pas uniquement pour faire plaisir aux acteurs des services financiers, c'est pour pouvoir financer sa stratégie. Et là, la stratégie, elle est claire. Et pour la financer, on a l'épargne et on n'a pas la mobilisation, puisque au fond, c'est comme si les politiques, d'une certaine manière, avaient peur des marchés financiers et de leur résistance. Ouais, si je peux réagir là-dessus, parce que deux petites choses. La première, moi, ce qui me laisse à penser, c'est le plan américain actuel. Le plan américain actuel, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un objectif de verdir mon économie de façon massive et de l'aider à le faire. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai un plan massif d'aide fiscale. Et donc, et comme il y aura tellement de soutien fiscal, si vous faites ce que je vous demande de faire, bah, les gens vont le faire. Les capitaux privés vont aller le faire. Le problème, c'est que dans l'Union, le pouvoir fiscal, il y en a 27. Donc, on ne sait pas faire ça. C'est comme ça. Et donc, on est obligé de biaiser pour dire quelle incitation je peux donner pour que donc enfin bref, on invente un certain nombre de choses. On peut faire des partenariats publics-privés, on peut exiger de la transparence sur un certain nombre de domaines pour que précisément ça attire les capitaux privés pour financer des choses qui sont là. Mais c'est indirect. Je veux dire, ce que font les Américains aujourd'hui, c'est en direct, et ça, ça laisse à penser. Le deuxième élément, je voulais dire, c'est on dit divergence, mais le problème, ils ne divergeront jamais de façon massive. Mais ce qui compte dans la divergence, c'est les petites choses, c'est pas les grandes. Quand on dit, vous savez, on s'est trompé, MIFIR, on s'est trompé, le financement de la recherche là qui doit être là, on s'est trompé, on arrête. C'est des petites choses. On va pas dire que c'est une divergence qui est massive. Mais ça change des choses. Quand on dit je le fais au niveau BAL 3, je vais le faire au niveau de consolidation ultime, ben on va pas dire vous respectez pas. Ils le font, mais ça change les choses. Et donc c'est une accumulation de petites choses très techniques dont on mesure parfois pas très bien au niveau politique l'implication, qui font que on diverge un petit peu, mais ça change beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais quand même laisser la parole un peu à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous pour qu'on puisse participer tous à cette discussion. Il y a un micro qui se balade. Ouais, merci. Bon, ça vous suscite rien du tout ce débat? Merci pour ce débat sur l'industrie
financière et le caractère clé qu'elle revêt, alors même qu'on n'en parle jamais. Et merci à la revue économique et financière de le faire. Ce n'est pas un débat qui est approché très souvent, y compris par la presse économique, en France et en Grande-Bretagne et ailleurs. Il y a une chose qui manque, je crois, pour être très clair après tout ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, il manque la volonté politique. Et nous sommes face à un défi qui n'attendra pas 3, 4 ans, 5 ans. On est dedans. Il y a une volonté politique en Chine. Il y a une volonté politique aux États-Unis. Elle vient de se manifester par un acte, un projet de loi qui nous met au défi que tout ce que vous avez dit soit réalisé très vite. Vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a ni le temps tout court, ni le temps pour la tristesse. Le Brexit, c'est fait, c'est pas quelque chose de triste. C'est quelque chose de catastrophique à l'origine et c'est quelque chose pour lequel on va remonter la pente. Pour remonter la pente, plusieurs d'entre vous l'ont dit, il faut d'abord, je le répète, une volonté politique. Il faut ensuite mesurer les défis qu'on a devant nous. Xi Jinping, devant la Grande Assemblée nationale chinoise, a dit il y a 2 mois, il y a 4 ou 5 points sur lesquels on va gagner dans le monde face aux Américains, accompagnés par leur réarmement formidable de la Chine actuellement. Hein. C'est notamment la santé. Nous, on sort d'une situation européenne de santé dans laquelle on n'a pas fait grand-chose avec les Anglais et on a fait tout juste ce qu'il fallait avec les Européens, avec une France d'ailleurs assez absente au tout début et un peu perdue. Bon, on n'a pas été bon. Pour être bon dans ces domaines-là, il faut savoir ce qu'on peut faire ensemble. Avec les Anglais, on peut poursuivre. Moi, je suis très optimiste sur la manière qu'on pourrait prendre pour aller de l'avant. L'armement, la défense nationale. Nous avons des entreprises qui coopèrent depuis des années et qui sont remarquables techniquement. Le spatial, le domaine de la santé qui pourrait être récupéré parce que c'est un enjeu futur exceptionnel. C'est celui, j'y reviendrai, de l'innovation. L'énergie, on est en train actuellement de réaliser quelque chose entre français et anglais, un peu sportif sur le plan du financement, mais sur le plan technologique qui est tout à fait remarquable. Personne n'en parle. Il faut encourager ce genre de choses. Et puis, ce qui est clé pour vous et pour la finance, c'est les data centers et la politique de production de puces. Alors, c'est vrai aussi pour les militaires, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour le spatial, de puces à très forte capacité d'agrégation pour faire des data centers extrêmement puissants et à faible signature thermique pour les militaires. On voit le rôle des puces actuellement dans la guerre russo-ukrainienne. Et par conséquent, si on se met d'accord sur l'idée qu'on ne va pas laisser les puces, les mini-puces aux Chinois, aux Japonais et aux Américains, on va faire quelque chose en Europe. Ce n'est pas une question de la faire dans 10 ans, il faut le faire tout de suite. Sinon, tout ce que vous avez dit est fichu. Je dis bien est fichu. Parce que vous avez besoin d'une électronique de pointe, d'une capacité d'agrégation de données énormes, et ça ne pourra se faire que par une volonté industrielle commune. Il y a donc, et je termine là-dessus, de forts espoirs à avoir après le Brexit. C'est les espoirs de prendre l'Europe comme étant capable d'achever l'euro par une politique plus intégrée en matière fiscale et budgétaire, et deuxièmement d'être capable de dire aux Anglais sur tel et tel point, il y en a 4 ou 5 que je viens d'évoquer très brièvement, on peut faire des choses ensemble. Et il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il faut dépasser le Brexit par une volonté politique. Le président de la République française l'a proposé. Pour l'instant, la situation politique britannique intérieure n'est pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle peut le devenir ou le redevenir. Et pour ça, il faut y croire. Et enfin, si on ne veut pas laisser l'Allemagne être le correspondant des États-Unis en Europe, la France a besoin et d'encourager ce qu'elle a fait à la suite du traité du Quirinal avec l'Italie, et d'encourager les coopérations dont je viens de parler avec la Grande-Bretagne, et de faire en sorte qu'on ne parle plus du dialogue franco-allemand, mais qu'on parle effectivement d'un dialogue européen fondé sur 4 ou 5 pays qui ont envie politiquement de faire l'Europe.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur le Ministre. Je pense qu'il y a deux systèmes qui cohabitent en Europe, les États-nations et le système fédéral, et on cherche à mélanger quelque chose qui n'est pas mélangeable, c'est-à-dire l'huile et l'eau, dans un même système, et je vois pas comment le réconcilier. Voilà. Oui, un commentaire encore. Je disais tout à l'heure avec David qu'en 2016, j'avais participé à une conférence à Londres et j'avais fait comme introduction que je remerciais les Anglais pour le Brexit, ce qui avait donc suffoqué un petit peu, en disant effectivement, grâce au Brexit, vous allez faire un wake-up call pour les 27. Et on est toujours dans ce wake-up call. Et on a exprimé un certain nombre de desiderata, d'objectifs, hein, et Robert a rappelé que le problème, c'est que les nations n'en veulent pas. Bon. Et on est confronté à cela. Et si on avait fait un Brexit en France, même à cette époque-là, peut-être que le résultat aurait été le même que celui des Anglais, non pas uniquement parce qu'on était submergé par des mensonges, mais aussi parce que les citoyens ne comprennent pas. Donc, il y a l'huile et l'eau, mais on est confronté à trouver cette solution. Et je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie vis-à-vis des citoyens pour qu'effectivement ils comprennent que l'Europe, ce n'est pas que de la finance et des marchés ouverts dynamisés par la concurrence, mais c'est aussi quelque chose qui crée une unité citoyenne autour de vraies valeurs communes qu'il faut peut-être définir et approfondir, mais qui font que, entre l'italien, le suédois, le norvégien, nous avons des choses essentielles à partager. Là, les crises et la guerre va peut-être effectivement accélérer ce sentiment d'appartenance, et si ce sentiment d'appartenance bottom-up s'exprime, peut-être qu'enfin les politiques auront le courage de ce que veulent l'ensemble des citoyens. Et je pense que ce mouvement-là, il faut qu'on l'accompagne. Si je prends une dernière question là au milieu de la salle, après on verra rapidement si on veut répondre avant d'aller rejoindre le cocktail. Oui, je voudrais simplement remercier M. Perret sur ce qu'il a dit, tout particulièrement concernant les data centers. Et je voudrais savoir quelle vous paraît être l'urgence et les modalités pratiques pour rapatrier un maximum de données en Europe, pour avoir une volonté politique qui soit assise sur des choses concrètes, au risque de parler et de faire un peu du vent. Et malheureusement, cela me rappelle des choses que j'ai pu vivre de près chez TNS Sofres, où on parlait de beaucoup de choses, mais la réalité est très différente, avec une non-réglementation des données côté notamment américain. Merci. Merci. Oui, non, juste ce point est très important, il est même central. Donc moi, je vais vous dire comment on fait les choses et ce que ça coûte en positionnement. Donc chez Euronext, on n'a plus le droit de prononcer le mot cloud dans aucune réunion. On dit les data centers de Google, Amazon ou Microsoft. Mais on ne parle pas de cloud. Le cloud, c'est une notion météorologique. Les clouds, ça appartient à un nuage, ça appartient à tout le monde, ça n'envoie pas de facture, ça ne crée pas d'addiction. Quand vous mettez vos données et vos applications sur des data centers de Google, de Amazon ou de Microsoft, vous vous mettez dans une relation de dépendance, une addiction, vous devenez un junkie et vous ne pouvez plus en sortir. Donc ça peut être un choix industriel, dans la fascination du fabless et du truc, ils ont tout un discours qui consiste à dire soit vous mettez vos données chez Amazon, Google ou Microsoft, i.e. le cloud, et vous êtes moderne, soit vous mettez vos données dans un data center localisé dans l'Union européenne, et forcément vous êtes des Amish fascinés par la splendeur de la marine à voile, la douceur de la lampe à huile, et la grandeur de l'Empire, et l'élégance des équipages à chevaux, comme disait le général de Gaulle. Et c'est ça l'hégémonie intellectuelle qu'ils ont créée. C'est-à-dire que si vous venez pas chez nous, vous êtes des ringards, et si vous venez chez nous, vous êtes bien. Et une fois que vous êtes là-bas, la seule chose qui vous reste après, c'est négocier le poids des chaînes chaque année. Mais vous êtes enchaînés. Et donc, nous, ce que nous avons fait,
Et je veux dire, chaque jour, j'ai des conversations de cette nature parce que hier, ou il y a 2 jours, Deutsche Börse a annoncé qu'il faisait un grand deal avec Microsoft, avec Google. Le mois dernier, c'était London Stock Exchange qui a annoncé un grand truc systémique avec Microsoft. Avant, c'était Nasdaq avec Amazon. Et donc, il dit, mais pourquoi vous suivez pas? Eh ben parce que eux, ils sont américains, eux, ils ont peut-être envie ou américanisés, eux, ils ont peut-être un rapport à la souveraineté et à l'indépendance différente. Nous, comme nous étions une entreprise qui était un crevard tombé du camion que personne ne voulait garder quand ICE a racheté NYSE et qu'on a été ré-IPO à 1,4 milliard et qu'on est passé par toutes les couleurs des projets de survie. On a un rapport à la souveraineté différent, puisque le premier projet de Ronex pour faire dérailler la fusion Deutsche Börse LSE s'appelait le projet Kirikou. C'était le nom du projet parce que Kirikou est petit, mais c'est mon ami, et Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Et je dis ça très sérieusement. On a fait comme ça. On a mis nos données dans un data center dans l'Union européenne qui est 100% green, qui est plus efficace et moins cher que les data centers du nuage. Et on utilise un data center d'Amazon en Irlande pour 2 raisons. D'abord, on n'y met que les données historiques. Donc, c'est en fait des cartons d'archives qui sont qui sont quelque part en Irlande. Et deuxièmement, c'est dans l'Union européenne avec un taulier, enfin un système qui est un endroit qu'on connaît et où on a du business. Mais il n'est pas question qu'une application critique et des données critiques de temps réel, etc., soient localisées de notre point de vue en dehors de l'Union européenne, dans des organisations qui sont gérées par des gens qui ne sont pas européens, qui nous regardent comme étant des gens gras dans la zone Europe, Middle East et Africa. Donc c'est tout. Alors évidemment, le coût que vous payez, c'est qu'on vous dit Ronex et les Playmobil de Thierry Breton, ils font des grands moulinets, etc. Et vous êtes des Amish parce que vous n'êtes pas modernes. Mais who cares? Je veux dire, le général de Gaulle disait les grands pays le sont pour l'avoir voulu, les petits pour s'y être résignés. Donc c'est pas parce que on suit des gens qui vous enchaînent que vous êtes par ailleurs. Il y a une autre question stratégique, et pardon d'être pédant, mais qui est très importante. On vit dans un monde de sanctions. Les États-Unis nous ont montré en temps de paix le caractère extrêmement puissant de l'extraterritorialité de leurs sanctions. Aujourd'hui, on est complètement aligné sur l'Ukraine. Super. Demain, il y a un sujet entre la Chine et Taïwan. Peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'on verrait apparaître des nuances sur l'ampleur des sanctions chinoises entre ce que les États-Unis exigeraient ou feraient et la manière dont les Européens verraient les choses, puisqu'on ne voit pas forcément les choses de la même manière. Alors, le fait que toutes nos données seraient dans les data centers de Amazon, Google, et qui eux-mêmes ont une proximité naturelle, nous mettrait dans une situation comparable à la situation des vaccins. Et alors, on se souviendrait du sujet de la compensation des swaps de taux avec une nostalgie émue. Et donc, parce que ça serait d'une toute autre nature. Donc, je dis aux gens qui ont des données et qui ont des applications, attention quand vous mettez les choses dans les nuages. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'en tout cas, si on veut terminer sur une note un peu optimiste, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ce sujet intéresse, voire passionne. Et donc, je voudrais remercier tous les panélistes ici et nous inviter tous à poursuivre ce débat autour d'un verre, en remerciant encore beaucoup la Banque de France.